Bonjour à tous. Je vais vous lire une nouvelle que j'ai écrite pour mon recueil de nouvelles qui s'appelle D'une île à l'autre, publié chez les éditions Libres de lire. Ça s'appelle Le prisonnier. Je ne sais plus depuis combien de temps je suis enfermé. J'ai arrêté de compter les jours. J'ai l'impression d'être pris au piège dans cet endroit depuis la nuit des temps, comme si j'avais toujours vécu ici. Je ne me rappelle même plus mon nom. Peut-être n'en ai-je jamais eu. À la place, je porte un bracelet numéroté à la cheville gauche, et c'est avec ce nombre qu'on se nomme entre nous. Je ne suis pas seul dans cet enfer carcéral. Je partage mes doutes et mes peines avec d'innombrables autres prisonniers, entassés, épuisés et malades. Nos conditions de détention sont cauchemardesques. Nous nous lavons dans de grands bacs communs, sans aucune hygiène décente, et la plupart font leurs besoins à même le sol. L'odeur est insoutenable. Et malgré les années d'incarcération, je ne me suis toujours pas habitué à ce mélange d'urine, d'excréments et d'eau croupie. Dormir aussi relève de l'exploit. Une lumière blafarde suspendue au plafond brille sans discontinuité, et la proximité et l'humidité ambiante nous empêchent de fermer l'œil convenablement. Personne ne sait plus pourquoi il est là, ce qu'il a fait de mal. Nous sommes tous des amnésiques errants dans un cloaque sans but, avec une angoisse existentielle collée à la peau. Parfois, des bagarres éclatent, pour un rien, juste parce que le voisin empiète sur la place d'un autre, ou à cause d'une simple bousculade involontaire. Elles sont d'une violence inouïe et se terminent souvent par des morts. C'est un grand moment de relâchement, pour tout le monde, et ça dégénère souvent en émeute générale. C'est uniquement pendant ces échauffourées qu'apparaissent nos geôliers, ces barbares, pour nous séparer un grand coup de pied ou de bâton, et pour sortir les blessés encore sanguinolents par l'unique grande porte en fer. Par la même occasion, ils en profitent pour faire une inspection rudimentaire des malades. Ils ramassent tous ceux qui ne tiennent plus debout, et ils les emmènent avec eux dans un endroit mystérieux, à l'extérieur des grillages. Mais ni les blessés ni les malades ne reviennent pour nous raconter où ils étaient passés, vu qu'ils ne reviennent jamais parmi nous. Mais qui sont donc ces bourreaux pour oser nous traiter ainsi? Quelle atrocité avons-nous commise pour vivre un tel cauchemar? Achever des mourants au lieu de leur porter secours, de les soigner, n'est pas digne d'un être vivant. L'unique point positif, si l'on peut dire, est que nous ne mourrons pas de faim. Le repas est servi toujours à la même heure avec une précision diabolique. On nous sert la même bouillie immangeable tous les jours et nous avalons pour survivre et non par plaisir, notre misérable subsistance. Il faut manger vite, car certains prisonniers voraces, lorsqu'ils ont fini leur part, n'hésitent pas à s'attaquer aux retardataires. Et c'est les plus forts qui se nourrissent le mieux, et les plus faibles qui tombent malades les premiers. La loi pénitentiaire est impitoyable. Et des rumeurs circulent dans la prison. La nourriture proviendrait de nos propres cadavres. On serait devenu cannibale sans le savoir. Mais j'ai de la chance d'avoir un tempérament optimiste et raisonnable, et malgré ma triste situation, je préfère ne pas croire à ces grotesques ragots. J'ai un ami dans cet enfer. Il s'appelle 2807. Nous dormons côte à côte pour nous protéger mutuellement des attaques nocturnes. De bonne corpulence, donc bien nourri, il avait réussi à se faire une place dans ce drôle d'univers. Tous le respectaient, il était presque satisfait de son sort. Et quitter cet endroit même cauchemardesque ne se lui serait jamais venu à l'esprit. Personne ne savait ce qui nous attendait dehors. Pas un ne se rappelait ou n'avait connu autre chose que cet océan nauséabonde. La peur de l'inconnu inhibait la plupart des envies de liberté. Et une terreur plus profonde encore hantait les esprits des prisonniers. C'était de se faire attraper par nos tortionnaires. Sans pitié et vindicatif, ils n'auraient pas hésité une seconde à nous éviscérer sur place. Et cette dernière pensée bien imprimée dans nos cerveaux étriqués empêchait le germe de l'évasion de prendre racine. Mais j'étais différent des autres. Je n'avais pas peur. Et je voulais plus que tout fuir cette vie inutile, sans avenir. Je préférais mourir que continuer à vivre dans l'horreur quotidienne de l'enfermement. Et je sentais, au plus profond de mon être, qu'il y avait un ailleurs. Pour commencer, j'avais besoin d'un peu d'exercice. J'avais un peu grossi ces derniers temps, et un entraînement intensif était la condition sine qua non d'une évasion réussie. Au début, je courais dans la grande cour. Mais nous étions tellement nombreux que j'étais obligé de slalomer entre mes congénères pour éviter de les cogner ou de leur marcher dessus. À chaque fois, j'avais peur de provoquer une rixe qui aurait pu contrarier mes plans, ou pire encore, mettre fin à ma vie.
En plus, j'attirais trop l'attention de mes camarades, qui commençaient à se poser des questions, et je n'étais pas à l'abri de quelques trahisons. Donc pour plus de prudence, j'ai opté pour des exercices physiques moins voyants. Je me réveillais très tôt le matin, à l'abri des regards indiscrets. J'effectuais des flexions sur place. Et je sentais que ces exercices quotidiens me faisaient du bien. Ils renforçaient la musculature, dont j'aurais sûrement grand besoin lors de ma fuite. Mon plan était simple. J'avais réussi à persuader 2807 de m'aider. Il était imposant et les autres détenus le craignaient. Ça me donnait un avantage. Donc un matin, au réveil, je prévenais mon compagnon que j'étais prêt. Il déclencha alors comme prévu une émeute en bousculant le premier malheureux qui passa à côté de lui. Moi j'étais loin de tout danger, loin des combats. J'étais adossé au grillage, en poste à quelques mètres seulement de la porte de sortie, les muscles bandés et le cœur en alerte, dans l'attente de ma libération providentielle. Les gardiens arrivèrent sans prévenir, comme à leurs habitudes, levant haut leurs terrifiants bâtons qui s'abattaient aussitôt sur la masse compacte des prisonniers, pour se frayer un passage jusqu'à l'incident. Sans perdre un instant, la peur au ventre, je saisis l'instant le plus judicieux pour me glisser à l'extérieur des barbelés avant que la lourde porte ne se referme. Je jetai un dernier regard vers mon ami, pour lui dire adieu, et le remercier par la même occasion. Mais il était trop occupé à massacrer un de nos camarades pour me voir. Et il ne vit pas non plus le coup de trick puissant d'un gardien lui fracasser partiellement le sommet du crâne. Il s'écroula sur le sol, un morceau de cervelle dégouliné déjà par la brèche ouverte. Son aide m'avait été si précieuse, je ne l'oublierai jamais. Mais le moment n'était pas à la mélancolie, et je profitais de la seule chance que j'avais de m'enfuir, la mort dans l'âme. J'avançais avec précaution, sans bruit. Je ne savais pas où aller. Cet endroit n'était pas très différent de ma prison. Une lumière glauque grésillait au plafond, et le sol était souillé des mêmes immondices. Certes, je n'étais plus enfermé dans une enceinte de grilles, mais de gigantesques murs gris les avaient remplacés. Ils se dressaient de toutes parts, sans fin. J'avançais au hasard, cherchant une issue sans savoir où aller. J'étais terrifié. J'avais peur de me faire attraper, bien sûr. Mais je ressentais en même temps une autre forme d'inquiétude. C'était la première fois, que je me retrouvais seul. Comme si j'étais l'unique survivant d'un monde dévasté. Et cette nouvelle solitude me terrorisait. Mais une frayeur encore plus grande et plus palpable se dessina subitement devant moi. Un molosse gigantesque me barrait la route. Il avançait vers moi, la bouche grande ouverte, acérée et baveuse. Le chien de garde m'avait repéré, et il s'apprêtait à me sauter dessus. J'étais tétanisé. Je risquais à tout moment de me faire déchiqueter. Puis, dans un instinct de survie, je me mis à courir comme un damné à sa rencontre, poussant des cris terrifiants. De toute façon, je ne pouvais pas faire demi-tour, je n'avais plus le choix. Et je n'avais trouvé que cette solution grotesque. En face, il continuait sa marche implacable, tout croc dehors, et nullement impressionné par ma course folle. Juste avant l'impact, je rusais en zigzagant, car, inutile de se mentir, je n'aurais pas fait le poids dans un combat rapproché. Je voulais à tout prix éviter le choc frontal, où sa puissante mâchoire m'aurait réduit en miettes dans la minute. J'avais presque réussi à l'esquiver, quand, dans un mouvement imperceptible, le canidé réussit à me saisir la cheville. Je hurlais de douleur quand ses dents s'enfoncèrent dans ma chair, et avec la rage du désespoir, je le frappais dans un de ses points faibles, son œil droit. Il gémit à son tour et lâcha la prise. Mais il lui restait un œil valide et une dentition toujours prête à mordre. Je ne voyais pas d'échappatoire, et mon pied endolori me ralentissait. J'étais fini. C'est alors que j'aperçus, à quelques pas de moi, une lueur aveuglante scintillait à travers le mur. D'habitude, la lumière terne de la prison ne dégageait pas une telle intensité. Celle-ci était différente des autres. J'avais l'impression qu'elle m'appelait, et au plus profond de moi, je savais que l'atteindre me délivrerait de ce cauchemar sans fin. Alors, sans réfléchir davantage, et toujours sur l'emprise hypnotique de la luminescence, je me jetai corps et âme vers la brèche béante. Instantanément, mes yeux me brûlèrent, et ma peau se gela. Je ne voyais rien, et j'entendais à peine les grognements derrière moi de l'animal frustré. Il n'avait pas voulu me suivre, pour je ne sais quelles étranges raisons. Peut-être avait-il eu peur de rester coincé dans l'étroit passage à cause de sa forte corpulence, ou alors cette lumière étrange l'effrayait. Quoi qu'il en soit, sans me questionner davantage sur les raisons de son abandon,
et de peur qu'il ne change d'avis, j'avançais en boitant à l'aveuglette dans le grand inconnu. J'avais froid, j'étais blessé, et je voyais à peine. Mais au fond de moi, une petite voix me disait que tout s'arrangerait par la suite. Effectivement, au bout de quelques heures d'errance, mes yeux s'habituèrent à leurs nouveaux environnements, et je commençais à distinguer des formes autour de moi. Mais j'étais toujours gelé, mon pied me lançait douloureusement, et la faim me plantait un couteau dans le ventre. Je m'étais enfui avant l'heure du repas, afin de ne pas trop m'alourdir. Je n'avais pas voulu que la digestion affaiblisse mes réflexes, mais les efforts fournis pendant la course-poursuite avaient englouti mes dernières réserves caloriques. Je devais trouver à manger, mais je ne savais pas comment m'y prendre. Alors je grattais le sol friable avec mes ongles à la recherche de quelques victuailles. J'ai trouvé des racines, qui avaient l'air comestibles, et de minuscules insectes rampants. J'avalais le tout sans rechigner. C'était amer et écœurant, mais ça me revigora suffisamment pour continuer mon voyage, à la découverte de ce monde étranger. Tout me paraissait surdimensionné. J'étais encore habitué à l'espace réduit du pénitencier, alors qu'ici, l'horizon s'étendait à perte de vue, et une étendue bleutée s'allongeait à l'infini au-dessus de ma tête. C'était incroyablement beau, et l'air était si frais, sans odeur nauséabonde pour vous saturer les narines. Toutes ces formes douces, ces couleurs chatoyantes, tout était opposé à la rudesse de mon ancien habitat. Je ne pus m'empêcher de penser à mes anciens compagnons, toujours emprisonnés, qui n'avaient aucune idée de l'existence d'un tel paradis. Peut-être que s'ils avaient su, ils se seraient révoltés en assassinant leur cruel kidnappeur. Ils étaient largement supérieurs en nombre. La bataille serait gagnée d'avance. Seulement voilà, ils ne savaient pas, et ils avaient peur. Et je ne voyais aucun moyen de les avertir. Seuls les plus audacieux pouvaient jouir de cette nouvelle existence, et j'étais un de ceux-là. Je marchais depuis longtemps, et maintenant que tout danger paraissait écarté, je décidai de m'arrêter pour me reposer un peu. En plus, un étrange phénomène m'empêchait de voir clairement autour de moi. Le toit du monde s'était assombri jusqu'à disparaître, et à la place, une multitude de petits points lumineux illuminaient l'immense plafond noir. Quand la beauté de cet univers s'arrêtera-t-elle? Le froid s'intensifia, et je me réfugiai sous un tas de branchages pour me procurer un peu de chaleur. J'examinai mon pied. Il ne s'était pas infecté. Une croûte brune et épaisse se formait déjà. J'étais sain et sauf. Le lendemain, je reprenais la marche, heureux de toujours me promener dans ce monde merveilleux. J'avais eu peur, en ouvrant les yeux, de n'avoir fait qu'un rêve fantastique, et de me réveiller à nouveau dans l'horreur de mon ancienne existence. Mais non, je n'avais pas rêvé. Je m'étais bel et bien enfui, et j'apportais toujours cette terre magique. Et un nouveau mystère ne tarda pas à me le confirmer. Car le paysage au loin avait littéralement disparu. Il semblait que la terre avait été absorbée par l'air. Est-ce que j'arrivais devant la fin du monde? Non, c'était impossible. Je ne pouvais pas m'arrêter là, devant ce néant bleu. Pas après tout ce que j'avais accompli. Je me rapprochais avec prudence, et plus j'avançais, plus le monde disparaissait. Bientôt, je marchais dans un bout de ciel, et étrangement, il était humide. Je compris immédiatement mon erreur. C'était en fait un immense réservoir d'eau. J'étais assoiffé et je me baissais pour en boire une gorgée. Je la recrachai aussitôt. C'était salé. Comme il m'était impossible d'avancer dans cette masse liquide, je continuai ma marche en longeant la grève. Le sol s'effritait sous mes pieds. J'avais l'impression que je m'y enfonçais à chaque pas, et je devais redoubler d'efforts pour avancer à une allure convenable. Par contre, le rivage fournissait un excellent garde-manger, et je me délectais de myriades de petites bestioles au goût prononcé, une fois leur carapace brisée. Puis comme par enchantement, sur l'eau, une imposante forme rectangulaire en acier assombrissait par sa seule présence la beauté des lieux. Le contraste entre ce monde coloré et harmonieux et la dureté de cet édifice gris et dur me rappela immédiatement mon ancienne prison. J'aurais dû m'enfuir en courant à la vision de cette chose flottante, continuer mon chemin sans me retourner. Pourtant, sans pouvoir me l'expliquer, une force irrésistible m'attirait vers cette apparition extraordinaire. Et je ne pus m'empêcher de m'approcher. Le sol était redevenu ferme, comme dans mon ancienne prison, et il me semblait entendre des voix humaines au loin, mais je n'en étais pas très sûr.
Je tremblais à l'idée de me faire capturer. Mais la curiosité me poussait toujours vers ma périlleuse exploration. Finalement, j'arrivai devant un petit passage étroit qui reliait la terre au bâtiment flottant, et je décidai d'emprunter ce chemin providentiel. Sitôt arrivé à destination, je me cachai dans un coin à l'abri des regards éventuels. Et je ne bougeais plus. Je sursautais à peine quand une puissante sirène s'échappa d'une grille juste à côté de moi. Et le son était si fort que j'avais l'impression que ma tête allait exploser. Puis le sol se mit à trembler comme si le monde allait s'écrouler sous mes pieds, et une épaisse fumée noire s'échappa d'un conduit au sommet de l'imposante bâtisse. Puis tout redevint calme, ou presque. Le puissant bruit, avait cessé, et les tremblements aussi, mais je sentais un mouvement léger, comme un glissement. Je me levai pour tenter de trouver l'origine de ce mystère, et en m'approchant d'une barrière, je vis l'impensable. L'énorme masse de métal semblait se déplacer sur l'eau. Je voyais les paysages au loin rapetisser, au fur et à mesure que je m'éloignais de la côte. Mon cœur frissonna à l'intérieur de mon corps, car je sentais mon âme envahie d'un souffle d'espoir. Je flottais sur l'immense bassin salé, et je savais inconsciemment que j'arrivais bientôt au bout de mes épreuves. Pour le moment, j'avais besoin de repos. Alors, l'esprit tranquille et le ventre vide, je m'endormis. Pour la première fois de ma vie, je me mis à rêver. Une gerbe d'eau glaciale me fouetta le visage. Quand je regardais autour de moi, à la recherche de mon agresseur, je n'aperçus personne. Pourtant, une deuxième salve liquide me tomba dessus, en finissant de me tremper totalement. Le sol bougeait étrangement. Il s'abaissait d'un côté et puis de l'autre, et mon corps n'avait pas d'autre choix que de suivre le mouvement. Je m'accrochais comme je pouvais, mais rien n'y faisait. L'attraction était trop forte, et j'étais secoué dans tous les sens. Je finis par vomir le peu que j'avais dans l'estomac, et je m'affalai de tout mon long sur le sol, en attendant que ça se passe. Je trouvai un bon point d'ancrage dans cette position horizontale, puis le corps enfin immobile. Je m'immergeais dans un demi-sommeil, agité et humide, pendant ce qui me semblait être une éternité. Je ne sais plus combien de temps a duré le voyage, mais il fut interminable. J'ai survécu en léchant la rosée du matin, à même le sol, et en mangeant les petits insectes protéinés cachés dans les infractuosités de la tôle rouillée. Mais depuis le début de mon évasion et pendant toute la durée de mon incroyable aventure, ce qui m'a le plus aidé à me maintenir en vie, c'est l'espoir inébranlable d'une vie meilleure. Aujourd'hui, j'ai atteint l'endroit de mes rêves. Je me sens libre et en sécurité dans ce nouveau monde. De l'eau douce arpente les collines verdoyantes, et l'air chaud revigore mon corps à chaque respiration. La nourriture est abondante, et je ne manque de rien. Je le sens au plus profond de mon âme, je suis enfin où je voulais être. Et je ne suis pas le seul à avoir trouvé le salut dans ce refuge paradisiaque. D'autres de mes congénères m'accompagnent, avec leurs femmes et leur progéniture. Ils courent toute la journée en piaillant dans la verdoyante prairie où ils respirent le bonheur et la santé. Je le vois à la couleur de leurs plumes et de leurs becs.